L'Égypte antique est une source inépuisable de mystères qui ont attiré la curiosité du monde entier au fil des siècles et encore maintenant. Dévoiler les mystères de cette culture millénaire est l'ambition des spécialistes et des chercheurs désireux d'approfondir la connaissance de l'homme et de son histoire. Mais maintenant, les secrets qu'elle renferme sont sur le point d'être percés. Et avec eux, une nouvelle clé pour l'interprétation de quelques-unes des grandes énigmes de l'Égypte ancienne, la croix de vie et de lumière. Les origines et le développement de cette civilisation sont en grande partie une série de conjectures fondées sur les découvertes archéologiques et sur des sources textuelles. Même s'il est vrai que le savoir scientifique approfondit ces hypothèses avec de plus en plus de succès, il existe encore un grand nombre de questions qui restent sans réponse. Dans le coin nord-est du continent africain, au milieu du vaste désert du Sahara, le long des rives du fleuve Nil, fleurit il y a plus de 5000 ans une civilisation complexe et énigmatique, l'Égypte pharaonique. Le pharaon était le représentant des forces divines sur la terre. Le premier fut Narmer, qui gouverna vers 3100 avant Jésus-Christ, et la dernière fut Cléopâtre VII, d'ascendance hellénique, qui régna de 51 à 30 avant Jésus-Christ. Les pharaons avaient, outre le pouvoir politique, l'obligation de maintenir vivante l'union avec la divinité. Les premières communautés se structurèrent en régions administratives, connues plus tard comme nomes, qui au fil du temps se groupèrent en deux proto-nations, la Haute et la Basse-Égypte. Autour de l'année 3100 avant Jésus-Christ, le pouvoir fut unifié autour du pharaon sur tout le territoire égyptien. Cette civilisation vécut 3 grands moments de splendeur, connus comme l'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire, séparés par des périodes d'anarchie ou de pouvoir décentralisé. L'affaiblissement du pouvoir du pharaon et les changements dans la situation politique internationale firent que l'Égypte tomba entre des mains étrangères à plusieurs reprises. Avec plus ou moins de succès, les Perses, les Grecs, les Romains et les empereurs byzantins exercèrent le pouvoir sur le territoire occupé jusqu'à la conquête arabo-musulmane du territoire en 622, où commença à prendre forme l'Égypte que nous connaissons actuellement. Cependant, et malgré l'impact de ces influences, cette civilisation millénaire ne perdit jamais son identité, qui se révèle d'une manière insistante face au regard extasié de qui se penche sur elle. Quel mystère la garde vivante? Pour répondre à cette question, nous devons remonter à 2 épisodes de l'histoire, qui contribuèrent à découvrir l'existence de ce monde jusque-là secret et insondable. Ces jalons sont la découverte de la pierre Rosette et de la tombe de Toutankhamon. En 1799, Napoléon Bonaparte, à la tête de l'armée française, arriva en Égypte dans le cadre de la guerre contre l'Angleterre. Dans un lieu appelé Rosette, dans le delta du Nil, un des soldats découvrit une pierre noire en basalte recouverte d'étranges inscriptions indéchiffrables. Avec cette découverte et le travail réalisé par le chercheur français Jean-François Champollion, commença l'étude approfondie des hiéroglyphes égyptiens, investigation qui se poursuit encore de nos jours et qui a permis au monde de déchiffrer un des mystères les plus difficiles à percer jusqu'alors,
l'écriture égyptienne. Il y avait 3 types d'écriture gravées sur la pierre appelée de rosette. Le premier contenait une série de hiéroglyphes, le deuxième de l'écriture démotique, et le troisième était écrit en grec, ce qui permit le décodage des 2 autres fragments. À la suite d'un travail exhaustif d'équivalence et de comparaison, Champollion réussit à identifier le nom de Ptolémée sur la pierre. Le déchiffrage de ce nom sur le texte de la pierre de Rosette ouvrit l'univers de l'écriture égyptienne et avec lui, l'égyptologie en tant que discipline autonome. Plus d'un siècle après, les Britanniques Howard Carter et Lord Carnarvon s'embarquèrent pour une campagne archéologique difficile et prolongée sur les traces d'un pharaon qui avait fini par les obséder, le jeune Toutankhamon. Après plusieurs années de travail acharné, en 1922, leurs efforts furent récompensés. Après avoir enlevé des décombres et démoli des murs scellés, ils se trouvèrent enfin devant la tombe de Toutankhamon, qui était restée hermétiquement fermée durant approximativement 3000 ans. Le pharaon Toutankhamon, dont le nom signifie « image vivante d'Amon », décéda très jeune, à l'âge de 19 ans. La cause de son décès est de nos jours encore l'objet de controverses. Dans l'entrée de la tombe, les archéologues trouvèrent un escalier menant à une dalle restée intacte. On peut y voir le sceau royal avec le dessin d'un chacal et de 9 prisonniers. Au bout du couloir, on accède à l'antichambre qui abritait des objets tels que des chaises, des lits, des barques, des récipients, des coffres et des figurines de toutes sortes. À droite, une porte scellée, flanquée de 2 statues, ouvrait sur une chambre funéraire dont les murs étaient complètement couverts d'inscriptions. Les 4 cercueils étaient composés de 80 pièces lourdes et fragiles. Or, obsidienne, aragonite et lapis lazuli couvraient son masque, sur lequel une guirlande de fleurs avait été placée en hommage par son épouse, Anck-Sen-Amon. La découverte de cette tombe pharaonique presque intacte a fait la lumière sur un des plus grands mystères de l'histoire, le rituel des funérailles royales dans la religion égyptienne. Une infinité de rumeurs sur les malédictions qui frappèrent les archéologues et ceux qui participèrent aux fouilles alimentèrent la légende d'un pharaon qui fut loin d'être l'un des plus importants de l'Égypte ancienne. Mais il fut la clé d'accès à la connaissance de ce monde religieux et rituel, et de nos jours il est le seul dont la momie repose encore dans sa chambre funéraire de la vallée des rois. Ces 2 grandes découvertes, la pierre de Rosette et la tombe du jeune Toutankhamon, nous ont permis d'accéder à la connaissance d'éléments fondamentaux de cette culture millénaire, sa langue et sa religion. Mais il reste encore de grandes interrogations dont les réponses sont en cours d'investigation et qui demanderont des années, voire des siècles, pour qu'on en trouve les réponses, si jamais on les trouve. Cependant, il existe des réponses bien plus proches qu'on ne l'imagine. C'est le cas de la croix de vie et de lumière. Une découverte révolutionnaire, une nouvelle clé d'interprétation des secrets de l'architecture sacrée de l'Égypte ancienne. De récentes découvertes de l'anthropologie contemporaine nous permettent de comprendre en profondeur des concepts et des symboles présents tant dans l'architecture que dans certains écrits magiques. Ces écrits étaient l'œuvre des scribes d'une institution appelée la Maison de Vie. Tout un éventail d'activités s'y déroulait, et elle fonctionnait comme un centre d'apprentissage où l'on délivrait des enseignements de la plus haute importance. Elle comprenait également une bibliothèque, des archives et un atelier de copie. Dans les maisons de vie, on établissait les détails liturgiques du culte aux dieux, on rédigeait les calendriers, on élaborait les normes et on stipulait les canons auxquels devaient obéir les différents arts. Chaque maison de vie n'offrait pas les mêmes connaissances. Chacune d'elles était spécialisée dans un sujet prééminent.
Ainsi, les maisons de vie de Bubastis, Abydos ou Saïs s'intéressaient à tout ce qui se rapportait aux arts médicaux, alors que la sagesse de l'architecture sacrée était plus développée à Héliopolis. L'anthropologue Fernand Schwartz, impliqué dans l'étude des clés nécessaires à la compréhension de l'héritage de la civilisation pharaonique, travaillait sur des livres et des documents dans le cadre de ses recherches habituelles. Il effectuait ses travaux aussi bien en Égypte qu'au musée du Louvre et au British Museum, institution où se trouvent les plus grandes collections de papyrus au monde. Or, au British Museum, un jour qui commença comme n'importe quel autre, il trouva dans un des papyrus qu'il étudiait une clé puissante qui redéfinissait tout ce qui avait été interprété jusque-là. La croix de vie et de lumière nous permet une compréhension plus profonde de l'Égypte invisible, sous-jacente à chacune des constructions architecturales qui constituaient l'Égypte visible, terrestre. C'est un modèle qui nous ouvre à la compréhension profonde de la vision du monde de cette antique civilisation, comme ce fut le cas en son temps avec les hiéroglyphes. Le diagramme mystique que contenait l'énigmatique papyrus livra finalement son secret. Quel mystérieux savoir conservé dans le plus profond secret, quel pouvoir caché recelait le papyrus de la croix de vie et de lumière. Il y a une Égypte que nous ne pouvons même pas soupçonner, où ces monuments les plus fantastiques peuvent être aujourd'hui réinterprétés grâce à une nouvelle clé scientifique. Nous allons le découvrir ensemble. Venez. Une allégorie de l'union mystique entre le cours divin des eaux du Nil et la trajectoire de la lumière du soleil, la clé de la géographie sacrée de l'Égypte. La signification symbolique de l'Égypte est décrite dans un passage du Corpus Hermeticum, ensemble de textes à contenu philosophique et religieux. Là, Hermès Trismégiste, auteur mythique de ces textes, dans un dialogue avec son disciple, Asclépios, lui révèle « L'Égypte est une image du ciel, ou pour l'exprimer plus clairement, en Égypte, toutes les opérations des pouvoirs qui gouvernent et œuvrent dans le ciel ont été transférées plus bas sur terre. Plus encore, pour être plus exact, notre terre est le temple du cosmos dans son ensemble. » Les prêtres projetèrent un paysage métaphysique sur la géographie physique de l'Égypte. Presque toujours dépourvue de nuages, la terre égyptienne semblait plus proche du ciel que tout autre endroit du monde. Le soleil domine l'atmosphère inférieure et son disque représente le début de la création. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au musée du Louvre à Paris, espace qui héberge une collection considérable de pièces précieuses de l'ancienne Égypte, Fernand Schwartz approfondit ses recherches. L'Égypte, la civilisation des pyramides, a survécu à sa propre histoire. Elle inspira des Grecs et des Romains, et aujourd'hui, en pleine modernité, au centre de Paris, au Louvre, sous une pyramide, en verre, se trouve la plus belle des collections égyptiennes. Selon la nouvelle perspective de l'anthropologie contemporaine, le dessin présent sur le papyrus révèle un des plus grands secrets appartenant aux scribes qui étaient initiés dans les maisons de vie, le secret de la géographie sacrée d'Égypte, représenté dans la croix de vie et de lumière. Selon ce schéma, la totalité de l'organisation architecturale de cette civilisation millénaire aurait été conçue conformément au tracé en forme de croix, en symétrie parfaite avec l'organisation de l'espace céleste du monde des dieux. Ce diagramme représente une construction à la fois archétypale et symbolique. Il est composé d'un espace central avec 4 portes qui conduisent à 4 chambres orientées vers chacun des points cardinaux.
Au centre de ce carré magique, on peut voir la statue d'Osiris, dieu de la résurrection, tournée vers l'est. Osiris était le pilier qui reliait le ciel et la terre, représenté par une ligne verticale. En tant que seigneur du tout, il apparaissait debout sur le hiéroglyphe des 9 arcs, symbole des 9 ennemis de l'Égypte. Face à lui, le Ankh, hiéroglyphe de la vie, rappelait que la maison de vie était sa demeure légitime, parce que c'était lui qui possédait le secret de la victoire sur la mort. L'axe du Nil était représenté symboliquement au-dessus de sa tête. C'est le premier axe qui constitue la croix dite terrestre, métaphore des bases du succès sur terre, à travers Horus, qui représentait l'action, et Thoth, qui représentait la connaissance. À ses pieds, on peut voir comment est constitué l'autre bras de cette croix mystérieuse, l'axe solaire. Cet axe est aussi une allégorie, avec les hiéroglyphes d'Isis, épouse et sœur d'Osiris, et de Nephthys, sa sœur, toutes deux agents de la résurrection et de la rénovation, de la même manière que le soleil renaît chaque jour. Comme le révèle la croix de vie et de lumière, le miracle égyptien naît du croisement de deux axes, qui sont à la fois physiques et symboliques. Ce sont les axes célestes et terrestres, le premier lié au parcours du soleil et le second au cours du fleuve Nil. Selon Hérodote, père de l'histoire, l'Égypte est don du Nil. Son cours presque rectiligne du sud au nord définit pour la civilisation égyptienne une série de dualités qui conditionnèrent sa vision du monde. D'une part, le fleuve divise les terres en deux moitiés complémentaires, l'orientale en relation avec les vivants et l'occidentale avec les morts. Les terres étroites de la vallée du sud sont aussi complémentaires et constituent ce qu'on appelle Haute-Égypte. Celles qui s'étendent au nord forment le delta, appelé Basse-Égypte. Un autre aspect de cette dualité signalée par le fleuve eut un rôle déterminant dans l'économie de cette société. La terre fertile, inondée, en opposition avec le désert stérile, la terre noire face au sable rouge. Le Sud fut le lieu de la naissance d'une culture sacerdotale et guerrière, plus hiérarchisée, d'où surgirent toujours les impulsions d'unification du pays. Une culture plus égalitaire, commerciale et cosmopolite se développa dans le nord. Le Nil parcourt les deux territoires et les unit. L'axe sud-nord, souligné par le Nil, apportait la prospérité physique et dictait le calendrier annuel en accord avec la crue. Cela en fit la clé de l'organisation de l'État. C'est pourquoi la nouvelle anthropologie appelle aussi cet axe « axe de la royauté » comme garantie de la vie sur terre. L'Égypte est un don du Nil. Sans le fleuve, l'Égypte serait un désert. Même si le soleil est source de vie et de chaleur, sans le fleuve, il n'aurait jamais pu devenir une immense oasis, carrefour des peuples et des cultures. Les eaux du Nil apaisent et transforment la puissance et férocité du soleil en source de vie. Comme pour presque toutes les cultures de l'Antiquité, le soleil était une source irremplaçable de vie, donc une des principales divinités. Nous allons donc analyser en profondeur l'axe solaire de la croix de vie et de lumière pour comprendre de quelle manière son énergie opérait dans le monde égyptien. Puissance de lumière par excellence, le soleil jouait un rôle fondamental dans les rites des temples. Par exemple, pour installer l'ordre divin sur la terre, on utilisait l'eau des lacs sacrés solarisés, c'est-à-dire pénétrés par l'énergie incomparable du soleil. Dans la croix de vie et de lumière, la trajectoire est-ouest du soleil décrit ce qu'on appelle l'axe des dieux, ou axe cosmique, qui unit symboliquement les deux rives du Nil.
L'horizon est une frontière entre le visible et l'invisible, entre les dieux et les hommes. L'horizon oriental symbolisait le point de la plus grande concentration des énergies créatrices. On l'appelait le lieu du grand combat, parce que le début de la journée, à l'est, signifiait la victoire de la lumière sur les ténèbres, faisant triompher l'ordre sur le chaos. C'était le cœur de toute vie objective. Pour le soleil, c'était le chemin de la naissance. Le disque solaire représente le principe de la régénération par excellence. C'est pourquoi on dit que l'âme, lors de sa régénération, sort à la lumière du jour, selon l'expression du livre des morts. De son côté, l'horizon occidental qui accueille le soleil à son coucher symbolise les réserves de vie. En arrivant à l'ouest, le soleil changeait symboliquement de barque et entamait le chemin du retour vers l'est. Durant la nuit, les forces du chaos profitent du moment de faiblesse du soleil pour essayer de le vaincre et conduire l'univers au chaos. Mais, grâce à sa force de volonté, le soleil récupère la puissance de l'éternelle jeunesse pour renaître chaque matin à l'horizon oriental et engendrer ainsi un jour nouveau, émettant ses rayons avec toute sa puissance. L'influence solaire se manifeste aussi la nuit. L'air, comme enivré de soleil, garde une pureté qui rapproche les étoiles de la terre. Le soleil, durant la nuit, entre dans une dimension hors de l'espace et du temps. Les Égyptiens symbolisèrent cela par l'entrée de l'astre dans la bouche du ciel, Nout. L'axe cosmique que trace le soleil se combine avec celui de la royauté, ou axe terrestre que suit le Nil, constituant ainsi la croix de vie et de lumière, symbole qui oriente la géographie égyptienne, physiquement et symboliquement. Au moment de construire, rien ne restait livré au hasard. Tant l'emplacement que l'orientation et le plan avaient une logique, un sens dans cette géographie sacrée. Dans chaque tombe, temple ou palais, étaient intégrés tous les symboles contenus dans la croix de vie et de lumière. La mort et la renaissance qu'octroyait le soleil et l'équilibre entre fertilité et stérilité donné par le Nil. Nous allons tenter de comprendre le fonctionnement de cette matrice dans la vie quotidienne de l'ancienne Égypte, à travers un parcours dans les monuments les plus importants de cette civilisation millénaire. Voyager à travers Kémet, le pays de la Terre Noire, constituait toujours un événement perturbant. Temples, pyramides, voies sacrées, lacs et monuments funéraires nous transportent dans une atmosphère incomparable, un espace dans lequel la matière renvoie au symbolique. Un temps qui abandonne la progression pour devenir cyclique, mythique, sacré. Quel secret cache chaque mur, chaque pierre de ce majestueux legs culturel à l'humanité? À l'aide des récentes découvertes anthropologiques associées au dessin des maisons de vie, nous nous introduirons au cœur même de la culture égyptienne pour trouver la réponse à ces questions. Nous commençons notre itinéraire en explorant une de ces constructions fondamentales liées à l'éternel mystère de la mort, la tombe égyptienne. Pour les Égyptiens, la vie ne s'arrêtait pas avec la mort. C'était une nouvelle opportunité, mais surtout une nouvelle existence qui permettait au corps plus subtil de l'homme de s'engager vers une destinée nouvelle et régénérée. On pourrait affirmer qu'il y avait deux morts pour l'Égyptien, la mort physique et la mort de l'âme dans l'au-delà. La première était inéluctable, la seconde pouvait être évitée si on agissait avec bonté, en pratiquant la Ma'at, concept abstrait qui représente ce qui est juste et harmonieux. La conduite du défunt était jugée au moment où l'on pesait son cœur, rituel que présidait Osiris. Si sa conduite s'avérait négative, surviendrait la seconde mort, définitive. Il cesserait d'exister complètement dans l'au-delà, affrontant la terrible Ammit
monstre odieux qui dévorait les âmes des impurs. Pour les Égyptiens, il était si important de continuer à vivre dans l'au-delà qu'ils consacraient plus d'énergie à construire leurs tombes que leur propre maison. Ils construisaient même les tombes en pierre pour qu'elles résistent au temps, alors que leurs maisons étaient édifiées en briques crues. Les palais eux-mêmes étaient construits en adobe. Aussi, la construction de la tombe du pharaon commençait-elle au moment de son couronnement et continuait sans interruption jusqu'à sa mort. Le monde de l'au-delà et le monde terrestre convergeaient dans cette construction. Loin d'être considéré comme le lieu de dépôt du corps momifié, chaque tombe servait de point de rencontre entre le monde visible et le monde invisible, facilitant la transformation en êtres célestes. Selon la mythologie, le dieu Osiris fut le premier de tous les morts. Il était le dieu de la mort et de la résurrection. Assassiné et dépecé par son frère Seth, qui dispersa ses restes au vent, son corps fut reconstitué par son épouse Isis, qui créa la première momie, assistée par le dieu à tête de chacal, Anubis. Avec sa sœur Nephthys, Isis redonna vie magiquement au corps d'Osiris, qui retrouva la vie dans le plan céleste. Victime, puis vainqueur de la mort, il représentait l'espérance et la force de toutes les renaissances. Durant le processus complexe de la momification, le corps était vidé de ses organes internes. Ils étaient déposés dans les vases canopes et le corps était déshydraté et rempli avec une pâte composée de bitume, d'herbes aromatiques et d'encens pour être ensuite enveloppé de bandelettes de lin. Une fois ce processus terminé, la momie partait en procession vers la tombe en traversant le Nil dans la barque du cortège funéraire. Elle suivait symboliquement la trajectoire du soleil, depuis l'est, rive des vivants, jusqu'à l'ouest, celle des morts, unissant ainsi les éléments de la croix de vie et de lumière, le Nil, le soleil et Osiris. En arrivant à la porte de la chambre funéraire, la procession s'arrêtait pour effectuer le rite de l'ouverture de la bouche. Le sarcophage était mis debout pour que le défunt entre dans son ultime demeure terrestre de façon symboliquement active. Le chapitre 151 du Livre des Morts définit le plan de la tombe idéale. Au centre, la momie est magnétisée par Anubis, qui aide le départ de l'âme représenté par l'oiseau à tête humaine. À l'issue du rituel funéraire, le mort devenait un nouvel Osiris. Le papyrus de la maison de vie s'applique donc parfaitement au plan de la tombe. La croix y est manifestée par la présence de 4 objets placés aux points cardinaux. Le pilier jet à l'est, le chacal couché à l'ouest, le modèle archétype de la momie au nord et une flamme au sud. Dans la tombe de Toutankhamon, les 4 objets ont été trouvés dans des niches cachées dans les murs. Ce premier carré magique de protection est complété par un second. Il est formé par les 4 fils d'Horus, placés aux angles de la chambre occidentale de la tombe. Des statuettes ont également été trouvées dans les angles de la salle du tombeau de Toutankhamon. À ce tracé d'axes symboliques du papyrus des maisons de vie, obéissait même la plus simple des tombes qui se transformait en miroir du ciel. La taille était sans importance. Certaines étaient de simples puits carrés avec une petite chapelle et une stèle funéraire. Mais cela était suffisant pour recréer la croix de vie et de lumière, diagramme fondamental pour que la momie puisse trouver l'itinéraire idéal pour l'âme.
La présence du symbolisme de la croix peut être constatée dans l'architecture sacrée, y compris 1000 ans avant ce qui fut écrit dans le livre des morts. Une des tombes les plus importantes de l'Ancien Empire est la tombe d'un prestigieux gouvernant, le vizir Ti, située au nord-ouest de la pyramide à degrés de Djoser, dans la nécropole de Saqqara. Comme dans les temples, l'accès à la tombe se faisait par une voie sacrée. Passé le seuil, et de même que dans les demeures et les temples, s'ouvre une vaste cour, dotée, dans le cas présent, de 12 colonnes. Au centre de la cour, on découvre le puits qui conduit à la chambre funéraire, qui dans les demeures égyptiennes était l'équivalent de la chambre à coucher. Le corridor communiquait avec la salle du catafalque de pierre où était situé le sarcophage avec la momie. On procédait au rite d'éveil du mort dans l'au-delà, dans la cour, et on clôturait le deuil de la famille de 70 jours par un banquet funéraire. Suivant l'axe du Nil, l'axe nord-sud, un étroit corridor conduisait aux pièces sacrées de la tombe. Elle consistait en 3 salles couvertes et constituait un véritable sanctuaire, comme dans les temples, la salle des offrandes, la chapelle et le serdab. Les 3 étaient orientés de l'est à l'ouest, reproduisant l'axe du soleil. La chapelle, la salle des offrandes et le serdab occupaient la moitié sud de la tombe, qui représentait le monde spirituel. La moitié nord, occupée par la cour cérémonielle et le puits, représentait le monde visible. La tombe symbolisait de plus la carte de l'Égypte. Le couloir, comme le Nil, était l'axe terrestre qui unissait le nord et le sud de la tombe. Allégoriquement, il représentait aussi l'union de la haute et de la basse Égypte. La croix de vie et de lumière était matérialisée une fois de plus avec l'axe cosmique est-ouest représenté par la perpendicularité des salles. Pour voir cela dans le détail, nous allons dévoiler l'un des secrets de construction les plus extraordinaires du peuple égyptien, lié également au culte des morts, les pyramides. Selon l'antique vision cosmogonique égyptienne, la pyramide représentait le tertre originel, surgi de Noun, le chaos liquide préexistant à la création. Les pyramides ne sont pas de simples tombes monumentales dédiées à la gloire du nom des rois d'Égypte, mais comme tous les tombeaux, c'étaient des machines de résurrection, destinées à conférer et garantir la vie éternelle à tous les Égyptiens et à l'Égypte elle-même. La pyramide s'exprime symboliquement à travers ses 3 axes. L'axe vertical qui unit la terre au ciel et le pharaon à son père divin Ra. L'axe nord-sud ou axe terrestre, parallèle à la direction du Nil, réunit dans son parcours la haute et la basse Égypte et l'associe à la fonction royale. L'axe est-ouest ou axe cosmique est parallèle à la marche diurne du soleil qui naît, meurt et renaît en un cycle éternel. Lorsque la construction arrive à son terme, le pyramidion constitué d'un bloc unique est ajouté sur le carré de la cime. Il représente la couronne, la pierre la plus importante de cette construction sacrée. Le pyramidion représente la création au moment de sa naissance. C'est une pierre unique, orientée vers les 4 points cardinaux, représentant ainsi la croix de vie et de lumière. Ces 4 faces en forme triangulaire représentent l'ascension de la matière vers le ciel, qui le reçoit en forme d'âme divinisée. La pyramide était vivante et active, prête comme de véritables nefs célestes à transporter le ka royal, double spirituel du pharaon, vers l'éternité. Comme nous l'avons observé dans les tombes et les pyramides, toutes ces structures architecturales révèlent un aspect profond de la culture de l'ancienne Égypte, le caractère symbolique de tout ce que produisait ce peuple dans le souci d'organiser sur la terre
un espace qui reflèterait exactement l'harmonie de l'espace divin. Mais quelles sont les limites de cette carte céleste incarnée sur la Terre? Les tombes et les pyramides sont-elles des manifestations isolées du projet de l'ancienne Égypte? Ou bien, la croix de vie et de lumière est-elle une clé invisible qui relie tous les éléments dans un plan plus vaste? Une visite à travers le tracé urbain de la majestueuse ville de Thèbes va nous montrer les clés de son plan sacré. Notre parcours, parmi quelques-unes des manifestations architecturales de ce peuple millénaire, nous a permis d'observer comment la croix de vie et de lumière, dessinée par les anciens prêtres égyptiens des maisons de vie, était utilisée de façon habituelle dans la construction de tombeaux et de pyramides. Mais ce plan de construction n'a-t-il été utilisé que dans ces cas? Est-il possible que d'autres aspects de la civilisation égyptienne aient été organisés autour de la clé contenue dans les papyrus de la maison de vie? Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons en détail un des centres urbains les plus importants de l'ancienne Égypte, l'étonnante ville de Thèbes, actuellement connue sous le nom de Luxor. Son origine remonte à l'époque préhistorique. Durant 7 dynasties, elle fut la capitale du pays et le resta jusqu'au règne d'Akhenaton, qui transféra la capitale à la nouvelle ville qu'il fit ériger durant son règne. Après sa mort, Thèbes redevint le siège du gouvernement. Ce fut sans doute la ville la plus grande de l'Égypte pharaonique. D'où vient une telle renommée dans le monde antique? Et pour quelle raison sa splendeur demeura-t-elle intacte si longtemps? La ville, divisée par le Nil, comptait 2 zones clairement différenciées, la zone orientale, celle de la vie, et la zone occidentale, celle de la mort. Ainsi, sur la rive droite furent érigés les bâtiments administratifs, les temples et les palais royaux, et c'est le lieu où vivaient les gens. Par contre, la rive gauche était exclusivement destinée aux habitants en relation directe ou indirecte avec la mort, aux tombes royales ou privées, ou au culte des morts. Pour pouvoir apprécier ce tracé extraordinaire de la ville en détail, nous allons entreprendre un voyage en ballon et survoler les eaux du Nil. De là-haut, nous pourrons observer la façon dont la géographie sacrée de Wasset, comme l'appelèrent les anciens Égyptiens, était organisée en fonction des 2 rives du fleuve. Nous débarquons sur la rive occidentale, lieu de recueillement et de repos réservé spécialement aux morts. Nous pouvons y trouver l'expression de nombreux éléments spécifiés dans le papyrus de la maison de vie. Les princes de Thèbes, après avoir libéré l'Égypte de l'occupation des Hyksos, décidèrent d'établir la nécropole royale autour de la pyramide naturelle que constituait ce sommet, lieu de culte d'Hathor. Entre le Nil et les massifs montagneux abritant les tombes royales, les anciens Égyptiens ont construit une série de temples formant une barrière de protection magique. Appelés temples des millions d'années, ils étaient voués au culte du Ka du pharaon, son double invisible. Ce culte n'était pas dédié à la personnalité du monarque, mais à la pérennité de la fonction royale. À mi-chemin entre ces temples et les tombes royales se trouve le lieu le plus mystérieux de Thèbes, la cité des artisans, appelée place de vérité. Les bâtisseurs des tombeaux qui vivaient ici étaient aussi chargés de garder le temple de Maat, principe de vérité et de justice qui permet de juger le cœur des défunts. Des 2 côtés de la colline, en suivant aussi l'axe nord-sud du papyrus, on trouve les tombes, respectivement de la vallée des rois et de la vallée des reines. Les tombes des rois du Nouvel Empire, qui sont les plus célèbres de l'histoire égyptienne, furent creusées dans le flanc nord. Thoutmôsis III, Toutankhamon, Ramsès II, Hatshepsut et d'autres.
Sur le flanc sud furent implantées les tombes des reines. C'est pourquoi on appela ces deux vallées Vallée des Rois et Vallée des Reines lorsqu'elles furent découvertes au XIXe siècle. Jusqu'ici, nous avons vu comment le dessin du papyrus de la maison de vie était appliqué sur la rive thébaine occidentale en alignement sur l'axe des tombes et des temples. C'était aussi le cas dans l'ensemble sacré des temples de la rive orientale de la ville. L'importance des temples de Luxor et de Karnak peut se constater d'un simple coup d'œil sur la rive des vivants. Le temple ne constituait pas seulement un lieu de culte ouvert chaque jour aux fidèles, mais un centre symbolique et métaphysique du grand pouvoir. Avec des secteurs d'accès restreints, où des hommes de grande connaissance faisaient circuler la plus subtile des forces, l'énergie spirituelle. Selon l'ancienne légende, à l'époque où les dieux régnaient sur l'Égypte, le dieu de la sagesse, Thoth, rédigea le livre de la fondation des temples. Lorsque les dieux se retirèrent dans le royaume céleste, ils emportèrent avec eux le livre sacré, mais Thoth le laissa tomber du ciel. Les prêtres de Thoth le récupérèrent. Le livre donne l'inspiration pour découvrir le secret afin d'incarner la croix de vie et de lumière sur la terre et ainsi construire les temples. Le temple le plus important à l'intérieur du complexe de Karnak est celui qui est dédié au dieu thébain par excellence, Amon. Ce temple était dédié à la création du monde. C'est pour cette raison que son axe est orienté sur le lever de soleil au solstice d'hiver, le moment où la lumière vainc les ténèbres. Pour avoir une vision globale de sa structure, nous allons le parcourir intérieurement à la manière dont le faisaient les anciens prêtres dans les cérémonies sacrées. Une fois passé le pylône de l'entrée, on trouvait la cour, qui était en relation avec le monde diurne et la lumière. Dans cette cour du Moyen Empire se retrouvent les pierres qui restent du premier temple de Karnak, les temples bâtis par le pharaon Sésostris Ier. Les pierres sont alignées selon l'axe du temple, l'axe cosmique, celui où le soleil se lève le jour du solstice d'hiver. De la cour, on accédait à la salle hypostyle, où se conjuguaient la lumière et l'obscurité, le visible et l'invisible. La salle hypostyle séparait le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du complexe, des dépendances plus profanes. Munie de très petites fenêtres et remplie de colonnes aux motifs végétaux, elle recréait l'atmosphère obscure des marais du Nil, évoquant le pouvoir régénérateur de la terre noire du fleuve. Laissant derrière soi la salle hypostyle, on entrait dans l'au-delà, dans le sanctuaire, à l'intérieur du sanctuaire, la salle de la barque et la chapelle avec le tabernacle, le Saint des Saints, lieu où résidait le Dieu. C'est de la salle de la barque que partaient les processions dans lesquelles la statue du Dieu était transportée hors du temple. Elle était placée sur une sorte d'autel mobile, la barque sacrée, et portée sur les épaules des prêtres. Les prêtres conduisaient la barque à la rencontre du pharaon. Il est important de souligner que le temple d'Amon était érigé selon un axe double. On trouve une porte qui fait face à la rive des morts. Elle indique l'axe principal est-ouest, permettant de suivre la trajectoire du soleil. La seconde porte du temple est orientée nord-sud, parallèlement au cours du Nil, et indique l'axe terrestre ou royal. Ainsi, la clé de la croix de vie et de lumière s'avérait une pièce fondamentale dans l'orientation du temple, offrant tous les éléments visibles et invisibles nécessaires au pharaon pour accomplir les rites sacrés. Un autre temple fondamental de cette rive de Thèbes est celui de Luxor, orienté dans la direction nord-sud, suivant le schéma proposé par la croix de vie et de lumière. Luxor s'élève comme le temple du quart royal, c'est-à-dire de l'aspect divin et de la puissance créatrice de la personnalité du roi.
Pour les Égyptiens, le Ka naît avec le pharaon. C'est son double inaltérable. Luxor est un temple jumeau de Karnak. L'un érigé pour le pharaon, l'autre pour son Ka. L'un et l'autre dédiés au dieu Amon et reliés par l'avenue principale des Sphinx, mettant en évidence l'axe terrestre au royal. Comme nous l'avons vu, les deux rives répondaient au dessin du papyrus de la maison de vie, mais de manière indépendante. À la lumière des nouvelles études anthropologiques, il est possible de réinterpréter Thèbes tout entière, tant la partie occidentale que la partie orientale, selon le symbolisme de la croix de vie et de lumière. La clé, une fois de plus, se trouve dans la religion des anciens Égyptiens. Chaque année, 2 événements importants se passaient en Égypte, la fête de Hopet et ce qu'on appelait la belle fête de la vallée. Durant ces célébrations, le pharaon ouvrait une série de processions qui transportaient la statue d'Amon dans sa barque. Elle suivait des itinéraires très précis et s'arrêtait aux points les plus importants des deux rives, où étaient célébrés des rites en l'honneur des dieux et des morts. La procession qui reliait les deux rives du fleuve activait l'axe cosmique est-ouest. Ce pont symbolique avec l'au-delà permettait la régénération des vivants. Le parcours de Pharaon dessine sur terre la façade d'un temple qui regarde le ciel. Cette déambulation activait à son tour l'axe vertical, la connexion entre le ciel et la terre. C'est ainsi que Thèbes devenait miroir du ciel. On peut affirmer que Thèbes fut la matérialisation la plus extraordinaire de la matrice architecturale élaborée par les prêtres initiés des maisons de vie. Thèbes fut la cité la plus grande de l'Égypte pharaonique et ce temple dépassait en richesse ceux des pyramides. Thèbes fut la capitale de la province de Ouasset. Sa géographie exceptionnelle a permis aux prêtres d'Amon de relier les forces du ciel sur la terre, faisant de Thèbes un miroir du ciel. Cette grande matrice invisible constitue une porte ouverte sur l'un des grands mystères de l'Antiquité, l'ordre symbolique qui est à l'origine de la magnifique architecture égyptienne. À travers la connaissance de quelques-uns de ses secrets les plus importants, celui de l'écriture hiéroglyphique, grâce à la découverte de la pierre de Rosette, celui de la religion et des rites funéraires, à partir de la découverte de la tombe de Toutankhamon, et la récente découverte de la clé de construction de l'architecture égyptienne par l'anthropologie contemporaine, l'Égypte ancienne se dévoile toujours un peu plus.